Thessalonique, sur les rives de la mer Égée, est la deuxième ville de Grèce après Athènes. Elle compte 1 200 000 habitants. Au début de notre ère, à côté de Rome ou de Constantinople, Thessalonique était l'une des villes les plus puissantes du monde antique. Fondée il y a 2300 ans par les successeurs d'Alexandre le Grand, toute l'histoire de Thessalonique est contenue dans un lieu sans pareil, son musée archéologique. Dans les profondeurs des réserves de ce musée dorment des trésors. Les conservateurs veillent sur eux comme sur la mémoire du monde, car ils ont appris à lire en eux les origines de notre histoire. La ville de Thessalonique a été baptisée du nom de la sœur d'Alexandre le Grand, Thessaloniki. On n'a encore trouvé aucune statue, aucune représentation certifiée de cette reine, et le mystère perdure quant au visage qu'elle pouvait avoir. Elle porte le collier, un collier d'or, et cette peau blanche. Elle est très belle. Ça pouvait être une reine. Malheureusement, on ne sait pas qui c'est. Je m'appelle Thessaloniki. Je suis fille de roi et sœur du plus grand conquérant de l'histoire, Alexandre. Un autre roi m'a épousée et je suis devenue reine. Si personne n'a jamais retrouvé mon visage, et quel qu'ait été mon destin, je ressemblais à n'importe laquelle des femmes de Macédoine, et chacune d'elles aurait pu être moi. Ici, dans ce musée, après 2300 ans de silence et de secret, je vais vous dévoiler mon histoire, celle de notre peuple et de notre glorieuse cité. Le seul indice de mon existence trouvé par les archéologues est ce socle de pierre qui supportait une statue de moi. Il y est gravé « Thessalonique, fille de Philippe, reine ». Après la disparition de mon frère Alexandre le Grand, il y a eu une guerre de succession. Parmi les combattants, le général Cassandre s'est montré le plus féroce. Il m'a épousée pour anoblir son sang et s'est proclamé roi. Nous, rois, reines, princes et princesses, portions des couronnes d'or où se reflétait la grandeur de nos renommées. Quand la mort survenait, on plaçait ces couronnes dans nos tombeaux pour que notre gloire y perdure à jamais. J'ai porté la plus belle de toutes les couronnes, celle de ma propre ville, Thessalonique, fondée par mon époux. Στρατηγός του Μεγαλέξανδρου ο Κάσανδρος, θέλοντας να γίνει βασιλιάς, σαν τον Μεγαλέξανδρο, ίδρυσε δύο πόλεις, την Κασάνδρεια στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη στο Μηχό
του θερμαϊκού κόλπου, σε μια καταπληκτική θέση πραγματικά. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί εκείνη την εποχή μια πόλη που είχε λιμάνι πραγματικά μπορούσε να ελέγχει όλο το εμπόριο. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν κτίστηκε σε μια θέση που είναι καταπληκτική. Ακριβώς είναι στο κέντρο, στην καρδιά της αρχαίας Μακεδονίας, και αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Pour peupler sa nouvelle cité, le roi Cassandre rassemble les élites de 26 hameaux qui environnaient le lieu de son choix. La nouvelle capitale grandit vite. Grâce à sa situation privilégiée, son développement commercial s'affirme et des habitants d'autres cités grecques y affluent et s'y installent. La renommée de la nouvelle cité s'épanouit sous le regard bienveillant du mont Olympe qui trône de l'autre côté du golfe. Nous sommes en 305 avant Jésus-Christ. Cassandre m'a épousé pour devenir roi. Qu'il m'ait aimé ou non n'y changeait rien. Mon devoir était d'être fidèle à mon rang et à ma famille. Pour le reste, j'étais comme toutes les autres femmes de Macédoine, très attachée à notre apparence. Miroirs de bronze, parfums et flacons de verre, maquillage, onguents, bijoux, les femmes de Macédoine étaient richement parées et prenaient grand soin d'elles. Si la vie des femmes était réduite à la sphère strictement domestique, celle des hommes était martiale, souvent guerrière. Pour avoir été capables de conquérir le monde, ces paysans soldats se vouaient tout entiers à l'amour de l'exploit et des performances physiques. Depuis l'enfance, ils apprenaient à se battre, à éprouver les vertus de compétitivité, de concurrence et d'honneur. En dehors de la guerre, les hommes avaient une seule distraction, le symposium. Ils s'y réunissaient pour boire et discuter philosophie, comme dans les dialogues de Platon. Divertis par des musiciennes et des danseuses professionnelles, certains convives laissaient parfois s'exprimer leurs désirs érotiques. S'ils consommaient beaucoup de vin, ce vin n'était pas comme aujourd'hui. La vigne donnait une sorte de mélasse très alcoolisée qu'il fallait mélanger avec l'eau pour la boire. Le récipient dédié à ce mélange ritualisé était le cratère, qui tire son nom du mot crassi, vin. Toute demeure digne de ce nom en possédait au moins un, qu'il soit de bronze ou de terre cuite. Mon époux le roi est mort. Comme pour tout défunt de haut rang, on lui a recouvert le visage d'une feuille d'or. Ainsi comme le veulent nos croyances, ses yeux, sa bouche et son visage entier, grâce à la pureté de l'or, conserveront l'éternité de ses visions, de ses paroles et de son âme. À ce jour, on n'a pas encore retrouvé la tombe du roi Cassandre. Dans la Macédoine d'avant l'ère chrétienne, les défunts étaient inhumés dans de lourds sarcophages ou bien incinérés. Aucun de ces deux rituels n'était plus à la mode que l'autre. La seule règle était d'entourer le défunt de ses objets du quotidien et de ses biens les plus précieux. À cause de ces trésors, la plupart des tombes ont été pillées. Pourtant, dans la banlieue de Thessalonique, on a découvert inviolées 2 tombes contenant encore des objets dignes d'une famille royale. Dans leur désir de rester à jamais proches des vivants, les Macédoniens aimaient placer leurs tombes au bord des routes. 2300 ans plus tard, quand un bulldozer manœuvrant à l'élargissement de l'ancienne route bouscule par hasard le couvercle d'un sarcophage, les tombes de Dervénie entrent dans l'histoire de l'archéologie. On y a découvert le plus précieux et étonnant objet que l'art de l'Antiquité nous ait jamais offert, le cratère de Dervénie. Scellé
Il reposait au milieu de la tombe, conservant à jamais les cendres de son propriétaire et de son épouse. Ils sont des figures très, très fines et très élégantes. Et alors, je vais photographier tout ça. Commencer par le mariage sacré entre Dionysos et Ariadne. D'accord? Λοιπόν, έλα πάμε. Essayez aussi de prendre le matériel du bronze. C'est bronze, mais un bronze qui imite l'or. Outre la technicité et la créativité des artistes qui ont pu donner le jour à une telle œuvre, c'est la très grande richesse de son propriétaire qui est remarquable. Comme son épitaphe l'indique, cet homme venait d'ailleurs. Il faisait donc partie de ces citoyens qui ont rejoint Thessalonique pour profiter de sa situation sur les chemins commerciaux. Mais le négoce n'explique pas tout. Nous sommes à l'époque où les vétérans d'Alexandre rentrent des quatre coins du monde, chargés de richesses et de tribus prélevées aux régions soumises. Thessalonique devient un carrefour entre les mondes. Sa culture hellénique et sa spiritualité irradient, en même temps qu'elle commence à recevoir des influences depuis les marches du lointain fleuve Indus. À Dervénie, les archéologues ont aussi découvert des morceaux de papyrus. On peut encore y lire les fragments d'une prière au mystère d'Orphée. Avant même d'être nommé, il existait déjà. Il n'était pas encore né qu'il était déjà là. On lui donna le nom de Zeus. Lui-même dit qu'après avoir été le premier, il serait aussi le dernier. De toutes les formes de vie, il erre en flottant au centre et au-dessus de tous, évanescent, mais immortel. Après la mort de mon époux et roi Cassandre, notre fils aîné Philippe IV lui a succédé. Atteint lui aussi de maladie, il n'a pas gouverné très longtemps. C'est donc mon second fils, Antipatros, qui est devenu roi à son tour. Et dans le secret le plus absolu, j'ai eu la faiblesse de lui demander une faveur. D'après certains indices, on a pu se faire une idée du drame qui s'est déroulé. À son deuxième fils devenu roi, Thessaloniki demande de régner en partage avec son troisième et dernier fils, le jeune Alexandre V. Le nouveau roi n'apprécie guère cette demande. Sa mère aurait-elle une préférence pour son frère, qu'elle a d'ailleurs nommé Alexandre? Un jour funeste, ce deuxième fils assassine sa mère. Thessaloniki avait à peu près 50 ans. On n'a jamais retrouvé la tombe de Thessaloniki. À quoi pouvait-elle ressembler? Quel trésor renfermait le sarcophage d'une telle reine, la dernière reine de la dynastie d'Alexandre le Grand? Dans les salles du musée de Thessalonique, il y a un tombeau de jeune femme. Profanée par des pilleurs, sa tombe garde encore une empreinte de délicate féminité. Mélangés aux ossements de la jeune femme, on a trouvé ceux d'un bébé, probablement mort-né, probablement cause du décès de sa mère. À la mode macédonienne, les parois internes du cercueil sont peintes, afin que la défunte y retrouve les attributs de sa vie de femme et d'épouse aimée. Les artistes de la Grèce antique avaient inventé le trompe-l'œil. C'est la chambre de la défunte qui est représentée ici, avec ses étagères, ses accessoires, ses portraits, et tous les symboles d'une vie heureuse et d'un amour harmonieux. Après ma disparition et la mort de mes fils, d'autres dynasties ont régné sur la Macédoine.
Mais en quelques décennies, de l'autre côté de la mer, une nouvelle puissance a vu le jour, Rome. Mon pays lui barre la route de l'Orient. Les Romains n'ont qu'un objectif, nous écraser pour faire tomber l'obstacle. Une lutte de suprématie totale entre les Romains et la Macédoine était inévitable. Elle se conclut en 168 avant Jésus-Christ par la victoire de Rome. C'est la fin de la Grèce libre et du royaume de Macédoine. Diviser pour mieux régner est une expression qui nous vient de cette époque. Une fois les Romains installés en Grèce, il leur faut effacer le souvenir glorieux d'Alexandre le Grand. Les nouveaux maîtres divisent la Macédoine en 4 régions aux frontières bien fermées. Les communications sont contrôlées, les déplacements de population interdits et les mariages entre Romains et Grecs prohibés. Enfin libre de circuler d'Orient en Occident sans une province grecque indépendante et farouche sur son chemin, les Romains construisent une route où ces armées pourront circuler sans entrave. Le chantier dure 26 ans. Il s'achève en 120 avant Jésus-Christ. La nouvelle route porte le nom de son constructeur, le proconsul Gnaeus Egnatius, alors gouverneur de la Macédoine. On peut encore lire son nom sur une borne kilométrique exposée au musée. Avec la Via Egnatia, Thessalonique communique avec toutes les régions soumises par Rome. La cité, déjà opulente, devient le point de rencontre de 2 mondes. Le lien principal entre l'Orient et l'Occident. Elle le restera pendant les siècles à venir. Avec la période de crise que traverse aujourd'hui la Grèce, les chantiers de fouilles archéologiques sont arrêtés partout dans le pays. Paradoxe des temps modernes, c'est grâce au chantier du métro de la ville qu'on peut encore creuser les profondeurs de Thessalonique. Nous sommes ici dans les limites sud de la cité antique. Chaque coup de pioche révèle de nouveaux trésors. Le plus étonnant à constater, c'est que sous l'artère principale de la ville moderne, court l'artère centrale de la ville antique. La vie des hommes d'aujourd'hui s'est simplement superposée à celle des hommes d'hier. Chaque trouvaille faite sur les chantiers part directement au musée, où elle est traitée, analysée, répertoriée. C'est le privilège du musée de Thessalonique, d'être l'un des rares musées au monde dont les collections proviennent directement des fouilles et du sous-sol de sa région. Chaque objet est donc authentique, sa provenance tracée, sa datation certaine et sa lecture lumineuse. Lorsqu'on découvre encore une tombe et les cendres d'un défunt enfermé dans un vase de verre, on ne peut que s'extasier d'y trouver des feuilles de laurier, vieilles de 2000 ans, miraculeusement conservées par les cendres. En 42 avant Jésus-Christ, un événement crucial change le destin de ma ville. Dans la lointaine Rome, Jules César est assassiné. Brutus, pendant sa fuite, cherche refuge à Thessalonique. Mais la ville refuse de le recevoir. Quand l'ordre est rétabli, le nouvel empereur Octave Auguste récompense l'attitude des Thessaloniciens. Il leur offre une statue de sa divine personne. Dans le même geste, il proclame la cité Civitas Libera. Libre et indépendante, Thessalonique devient exempte d'impôts. L'ère d'Octave Auguste a donné l'expression de Pax Romana.
L'Agora, lieu public par excellence, devient un site grouillant de vie. On y trouve un théâtre et tous les services publics qui doivent répondre aux besoins croissants des habitants. D'abord grecque, puis romanisée et enfin gréco-romaine, la population de Thessalonique ne cesse de croître de manière exponentielle. La richesse de la ville en fait de même, et les édifices publics rivalisent de luxe et de faste avec la lointaine Rome. À quelques pas de l'Agora, en creusant le sol pour y construire un parking souterrain, on a découvert les vestiges d'un palais hellénistique. Sa fouille a mis au jour un autre objet symbolique de la gloire antique de Thessalonique, le médaillon d'Athéna. La déesse combattante y porte un casque à l'image d'une gorgone, pour terrifier ses ennemis. Autour de l'Agora, de riches Thessaloniciens se font construire des villas aux dimensions et au luxe prestigieux. L'une de ces villas était pavée d'une immense mosaïque. On y voit les noces de Dionysos et d'Ariane, délaissées par Thésée alors qu'elle l'a pourtant sauvé du labyrinthe. En Macédoine, Dionysos était particulièrement vénéré. L'histoire de Dionysos est très belle. On voit ici sa mère, aimée par Zeus qui l'engrossa. Ses formes pleines la montrent enceinte. Victime d'un complot, elle va périr, et son bébé avec elle. Alors Zeus lui ouvre le ventre et en extirpe le fœtus qu'il y a engendré. Il s'ouvre ensuite la cuisse pour y placer l'enfant, afin qu'il y termine tranquillement sa gestation. Dionysos signifie « deux fois né ». Zeus, rebaptisé Jupiter par les Romains, nous a donné l'expression « sortir de la cuisse de Jupiter ». Nous sommes 4 siècles après Jésus-Christ. Avec Galère, empereur tétrarque de l'Empire, dont elle devient la capitale, Thessalonique fait partie des 4 plus grandes et plus importantes villes du monde connu. Ambitieux, Galère entreprend la construction d'un gigantesque complexe, avec un panthéon, un arc de triomphe et un palais. Chaque détail de ces imposants édifices rappelle la gloire, les hauts faits et les victoires du puissant tétrarque. Étendu sur une quinzaine d'hectares, le palais était non seulement la résidence de Galère, mais aussi le centre administratif de la partie orientale de l'Empire. Tous les officiels entourant le tétrarque, leurs familles et le personnel qui les servait y logeaient. Les travaux de Galère sont comparables aux Versailles de Louis XIV. Pour glorifier son mariage avec la belle Valéria, l'ambitieux Galère édifie un temple au cœur de son palais. Il y fait sculpter l'impératrice portant une couronne faite des murailles défensives de la ville. Ambitieux, Galère a épousé la fille du plus grand empereur pour lui succéder. Le mariage de cet homme, aux manières frustres, avec une princesse belle et raffinée, me rappelle mon propre mariage avec Cassandre, le berger et la princesse. Grâce à ce mariage, Galère, qui n'était que gouverneur, se propulse aux plus hautes marches du pouvoir. Un mariage arrangé, presque forcé, pour parvenir au pouvoir. Malgré les 7 siècles passés depuis les conquêtes d'Alexandre, les Thessaloniciens nourrissent toujours des sentiments identitaires. Ils ravivent le culte d'Alexandre le Grand. À quelques pas de l'Agora, ils édifient sa statue avec celle de sa famille divinisée. C'est là qu'on a retrouvé le socle de statue de la reine Thessaloniki, offerte à l'adoration des fidèles de la Grèce macédonienne. Mais Rome adopte la religion des chrétiens comme culte d'État. Thessalonique est forcée de devenir chrétienne. Opprimés par 4 siècles de martyrs, les chrétiens ont laissé déferler leur rancœur. Armés de masses, de marteaux et de burins, ils ont effacé de la face du monde nos idoles et détruit ma statue. C'est vers cette époque que les habitants de ma ville m'ont vu transformée en sirène de légende.
Me voilà depuis lors, nageant dans les eaux de Thessalonique, demandant à chaque navire qui passe « Le roi Alexandre est-il toujours en vie ?» De quel Alexandre s'agit-il? De mon frère le conquérant du monde, ou bien de mon dernier fils, le petit Alexandre V, assassiné à l'âge de 4 ans? Moi seul en connais le secret, enfoui dans le cœur d'une femme qui fut fille de roi, sœur de roi, épouse de roi et reine elle-même, mais surtout qui fut mère. Le musée de Thessalonique conserve à jamais les plus beaux trésors de son histoire, remis à la lumière du jour, pour que leur splendeur étonne encore et encore le monde de ces antiques prodiges. Après 2300 années de silence et de mystère, la ville de Thessalonique porte encore le nom de sa reine fondatrice.